Alors aujourd'hui, on a accueilli Monsieur Mohamed Fermi. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Mohamed, tu es conseiller islamologue auprès de la police judiciaire fédérale. C'est un peu particulier, je pense, on y reviendra à cette fonction parce que comme je le disais, j'en ai pas croisé beaucoup des conseillers islamologues. C'est la première fois qu'on est confronté à cette fonction, qu'on la voit dans nos recherches. Tout à fait. Et à côté de ça, tu es chercheur ici à l'ULB auprès de l'OMAB, donc l'Observatoire des mondes arabes et musulmans, et le RESIC, le Centre de recherche en sciences de l'information et la communication. J'ai tout bon? C'est tout bon. Super. Et à côté de ça, donc tes recherches, elles portent sur la propagande audiovisuelle de l'État islamique. C'est bien ça, oui. Voilà. Et pourquoi on t'a invité aujourd'hui? Parce que hier, c'était un jour un peu particulier. Hier, on était le 22 mars 2023. Et en fait, on se situait pile 7 ans après les attentats de Bruxelles, qui ont eu lieu en 2016. Pour rappel, c'est une série en fait de 3 attentats qui ont eu lieu à l'aéroport de Zaventem et dans le métro bruxellois. Et ce sont les attentats les plus meurtriers en Belgique, qui ont tué 32 personnes. Et on n'a pas voulu aborder cette actualité sur qu'est-ce qui s'est passé, rappeler les faits, etc. Je pense qu'il y a plein de médias qui le font et beaucoup mieux que nous. Avec beaucoup plus de temps, beaucoup plus de moyens. Oui, exactement, et beaucoup plus de connaissances. Nous, ce qui nous a plutôt intéressé aujourd'hui, c'est le profil plutôt psychologique, on va dire, des terroristes, tout simplement, des personnes qui passent à l'acte. Et c'est pour ça qu'on a choisi de traiter le sujet autour du thème des radicalisation, radicalité, enfin bref, on va discuter un petit peu de tous ces termes. Et je pense qu'avant de commencer, un petit point de définition s'impose quand même, pour bien rentrer et que tout le monde comprenne de quoi on parle. Mohamed, pour commencer, est-ce que tu pourrais essayer de nous définir ce qu'on entend par radicalisation? Oui, donc il faut savoir que il y a plusieurs définitions qui existent de ce que c'est le radicalisme, de ce que c'est la radicalisation. Moi ici je vais vous donner une définition plutôt opérationnelle qu'on utilise souvent. C'est l'adoption progressive d'une pensée qui est considérée comme radicale par consensus. Ça veut dire quoi le consensus? C'est la société ou l'État ou un ensemble de pays. En l'occurrence, si je prends le cas de l'État islamique, il y a un consensus pour dire que l'État islamique, c'est un groupe dont l'idéologie est radicale. Donc, le fait d'adopter progressivement l'idéologie de ce groupe-là, ça veut dire que on vous situe dans un processus dit de radicalisation. Pour faire simple. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça soulève une question de point de vue, en fait. Voir ce qui est considéré comme extrême et ce qui est considéré comme radical. Est-ce qu'on a vu au cours de, je ne sais pas si vous connaissez, c'est votre domaine d'expertise ou quoi, mais au fur et à mesure de l'histoire, des comportements ou des pensées qui étaient considérés radicales ou extrêmes, qui au fur et à mesure, avec du recul ou au fur et à mesure de l'évolution de la pensée, sont devenus plus, entre guillemets, normales, plus acceptées socialement? Oui, bien sûr, il y a eu plusieurs idéologies, ça évolue avec le temps en réalité. Je peux prendre le cas de certains groupes nationalistes qui, dans une certaine société, je peux prendre le cas de sociétés qui ont adopté le marxisme ou le communisme. Si vous êtes nationaliste dans une société communiste, vous êtes un extrémiste. Jusqu'à ce qu'il y ait renversement, changement du régime. On peut prendre le cas de l'Iran, par exemple. L'Iran du Shah, de l'époque, les islamistes sous l'époque du Shah, c'était des extrémistes, c'était des radicaux. Aujourd'hui en Iran, qui sont au pouvoir? Ce sont les islamistes. Ce sont les islamistes aujourd'hui en Iran, donc qui gouvernent en Iran, qui considèrent que des nationalistes ou des communistes comme des radicaux. Donc on peut voir qu'en fonction de qui est au pouvoir, vers quel sens va la société, on a des radicalismes, des extrémismes. Donc c'est pour ça que j'ai dit que ça dépend souvent d'un consensus de la société dans laquelle on se situe. C'est une notion qui peut être un peu mouvante. C'est une notion qui peut être mouvante. Maintenant, on retient aussi souvent l'association avec la violence. On a très souvent... c'est pour ça qu'il y en a... On associe les deux, du coup. Voilà, parce que certaines personnes considèrent que si vous êtes radical, mais que vous restez chez vous, quelque part, que vous ne commettez pas d'actes violents, c'est votre problème. Que c'est difficile de vous poursuivre, juste simplement pour vos idées. Alors, il y en a qui préfèrent parler de radicalisation violente, parce que c'est ça qui est plus problématique, on va dire, dans l'immédiat.
même si en fonction de nouveau des personnes, il y en a qui vont considérer que violence ou pas, c'est quand même une menace pour la société. Donc il faut retenir qu'il y en a qui font la différence quand même entre l'aspect violent et non violent. Et là, enfin, voilà, on parle de radicalisation d'une manière générale, mais dans nos recherches, et même je pense qu'on le sait, il y a différentes formes de radicalisation. Est-ce que tu peux un peu nous en parler Oui. Alors, je pense qu'on va plus parler de parcours plutôt que de forme. Parce qu'il y a des personnes qui ont essayé de modéliser, si vous voulez, mais si on regarde les profils, en tout cas les profils que moi, sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, on voit que ça n'existe pas un profil type. Pourquoi ? Parce qu'on travaille sur de l'humain, en fait. Et c'est toujours la même question, qu'est-ce qui pousse un être humain à adopter telle idée, telle action ? Ça peut se poser pour d'autres idéologies. Donc je préfère parler de parcours ou d'engagement individuel dans le processus de radicalisation. Qu'est-ce qui pousse ? C'est ça la question. Qu'est-ce qui pousse un jeune, on va dire, on va prendre le cas d'un jeune. On a beaucoup parlé des jeunes à l'époque, qui partent en Syrie, par exemple. Qu'est-ce qui pousse un jeune à adopter cette idéologie ? Voilà, ça dépend, comme je l'ai dit. Donc, mais on peut avoir des tendances générales. Quelles sont ces tendances générales ? On voit qu'il y a des personnes qui ont une certaine conscience politique. Ce sont des personnes qui se disent « je vais changer les choses, j'ai envie de changer les choses ». Je prends le cas typique que nous avons eu, c'est injuste ce qui se passe en Syrie. Ce que la population syrienne, c'est injuste ce qui leur arrive. J'aimerais bien changer les choses. Et donc, cette personne va s'engager, on va dire, dans la voie de la lutte armée pour, dans sa tête, sauver la population syrienne. Mais son parcours va faire en sorte qu'il va se retrouver dans un groupe djihadiste, où il va rencontrer des personnes qui ont adopté cette idée-là. Donc avec le temps, son engagement va être plutôt dans le djihadisme. Mais à la base, cette personne, dans sa tête, voulait tout simplement apporter de l'aide dans sa tête. Il y a des personnes qui peuvent être convaincues, tout simplement. Ce sont des personnes, on parle souvent de l'idéologie, etc. Bon, c'est pas tout à fait faux. Il y a des personnes qui connaissent les textes, on va dire, de cette idéologie-là, spécifiquement, qui connaissent un peu l'histoire de ces groupes-là, etc. Et qui vont se dire, en fait, finalement, moi, ça me convient, ça. Il n'y a pas un seul profil. Voilà, exact, c'est pour ça que je dis. Et effectivement, donc il n'y a pas un seul profil. On voit que, en fonction du parcours de l'individu, plusieurs facteurs peuvent l'amener à adopter cette idéologie radicale ou ce comportement radical. Et ce serait quoi ces facteurs alors ? Il y a des facteurs qu'on estime favorables à la radicalisation, notamment, c'est des facteurs qu'on retrouve parfois dans certaines formes de criminalité ou de délinquance. Le décrochage scolaire, la déstructuration du noyau familial, marginaliser les personnes marginalisées peut-être. Il y a une tendance, en ce qui concerne l'Europe, donc il faut pas, je ne généralise pas dans tous les pays, mais en ce qui concerne l'Europe, c'est ce que l'on observe le plus souvent en tout cas. Ce sont on va dire, c'est des personnes qui sont dans un contexte socio-économique, affectif, qui tend à être défavorable. Et il peut y avoir aussi des personnes, on peut qualifier ça, on qualifie ça en sociologie de perte de l'horizon de sens. Donc c'est des personnes, à un moment donné, il y a quelque chose qui arrive dans leur parcours et qui se disent, voilà, moi, en fait, ça ne fait pas sens. Ma vie ne fait pas sens. Et qui, pour de nouveau des raisons X, Y, Z, ça peut être une rencontre avec quelqu'un, ça peut être un événement vécu. Message en ligne, peut-être ? Oui, de messages en ligne. Une fois qu'il sera dans un processus de remise en question de lui-même, dans cette phase-là, il va faire une rencontre, où il va vivre un événement qui va l'amener, si vous voulez, vers cette idéologie-là. C'est pour ça que vraiment, il faut voir ça comme des parcours individuels. Même si on a des tendances générales, comme je l'ai expliqué. Il y a des choses, effectivement, qui pourraient favoriser l'engagement violent, l'engagement.
radical. Avant de rebondir là-dessus, juste te demander de faire attention parce que tu as le même problème que moi, c'est que tu parles beaucoup avec tes mains. Ah oui, oui. Et ça peut frotter près du micro. Ça va. Je te suggère de faire des mouvements de main par ici. Ça va, Par comme là. ça. Au-dessus de la tête. Mais du coup, tu dis qu'il n'y a pas forcément de profil type. Moi, il y a une question qui m'intéresse aussi, Oui. c'est est-ce qu'on considère que dans ce développement de la pensée radicale, il y a un point de basculement? Est-ce qu'il y a un moment où on peut se dire, là, ça va être compliqué de récupérer, enfin si on peut utiliser ce terme, de récupérer la personne et de le ramener vers un profil, un discours plus modéré, par Ou exemple? alors que c'est à partir de ce moment-là qu'il est considéré comme radicalisé. Oui, oui, oui. Donc si je comprends bien, une personne, on va dire, il est perdu quelque part. Il n'est pas récupérable, c'est ça? Oui, dans cette idée-là. Maintenant, je ne sais pas si. Est-ce qu'on peut récupérer ces personnes-là aussi? tombe C'est une à autre non, question. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a des personnes qui font la différence entre la déradicalisation et les désengagement. Hmm. Hein, Et c'est quoi la différence? donc, c'est quoi la différence? La déradicalisation, ça veut dire que vous allez essayer de convaincre la personne de changer d'idée. Donc, on estime que cette personne, elle est radicale. Vous allez essayer de lui dire, écoute, être radical, c'est pas bien, pour toute une série de raisons. Vaut mieux que tu changes d'idée ou tu adoptes une autre idéologie ou que tu te modères. Mais ça, c'est le cas où Voilà. la personne est entourée de personnes de sa vie quotidienne, c'est pas un groupe. Oui, oui, là je parle d'une Parce personne que- qui est prise en charge Ouais. ou dans la famille est présente. Ou bien même des personnes, on va dire, qui se font attraper quelque part, mais qu'on oriente vers des services sociaux, psychologiques qui pourraient proposer l'aide de la personne. Donc c'est ce qu'on entend par déradicalisation. Qu'est-ce qu'on entend par désengagement? C'est généralement, on dit à la personne, écoute, ton idéologie, c'est pas vraiment de ça qu'on va discuter. On va discuter de ta volonté de commettre des actions violentes. Hein? Ce que tu penses, tu le gardes pour toi, mais essaye de ne pas faire du mal à autrui. C'est ce qu'on appelle le processus de désengagement. C'est de convaincre la personne de ne pas être violent. Pas de changer d'idée nécessairement, mais d'arrêter d'être violent. Il se peut qu'il ne soit pas violent. C'est un peu une étape où il est toujours en pleine société, comme vous venez de dire, où il est diagnostiqué, ou bien il a... Oui, là je parle de personnes qu'on sait pertinemment qui sont dans ce cas de figure. Des personnes dont on ne sait pas ce qu'ils font, bon, ils ne sont pas concernés parce qu'on ne sait pas qui sont ces personnes-là. On a une question dans le chat. Annonator qui demande beaucoup de personnes, entre parenthèses surtout l'extrême droite, considèrent que la radicalisation est produite à partir de certaines sourates du Coran. Il semblerait qu'il est possible de comprendre certains textes de différentes manières. Est-ce vrai? Oui, tout à fait. Donc, il y a plusieurs interprétations des versets. Souvent, ce qui se passe chez les personnes djihadistes, c'est ceux sur lesquels je travaille, on va les nommer, ils ont une interprétation décontextualisée, si vous voulez, des versets coraniques. Ça veut dire quoi, décontextualiser? Ça veut dire que ces versets-là... C'est bien, il fait les questions-réponses Oui. tout seul. C'est vrai, de temps en temps, on a tendance à rebondir. Mais dis donc, Jamy, qu'est-ce que c'est décontextualiser? C'est mieux, quoi. C'est très bien la chose. Voilà, oui, ça veut dire quoi quand on décontextualise un verset coranique? Il faut savoir que ce verset est écrit dans un contexte particulier, qui ici est le 7e siècle. 7e siècle, qui concerne un personnage historique que vous connaissez, qui s'appelle le prophète Mohammed, qui est le prophète de l'islam, tout simplement. Ce personnage a vécu toute une série de choses. Hein, donc c'est relatif à lui et ses compagnons autour de lui. Dans sa vie, il a fait la guerre, lui, hein, personnellement, il a fait la guerre. Il n'a pas fait la guerre comme l'on connaît, comme certains. Et là, par exemple, vous avez une première différence. Certains djihadistes pourraient prétendre. Il n'a pas été tué comme ça dans un marché des personnes à son époque. Voilà. Bon, c'était un dirigeant, il avait une armée. Hein, il se défendait à un certain moment. Exactement, il y avait un rapport de force. On est dans un schéma classique de guerre, si vous voulez. Et dans le cadre de ce schéma, dans ces logiques guerrières, il y a eu des versets donc qui autorisent certaines choses, qui détaillent certaines choses, etc., relatifs à ce contexte particulier. Que va faire un djihadiste terroriste? Il va prendre un verset, par exemple, qui parle du butin ou de la possibilité d'avoir des captifs en temps de guerre, etc. Il va le sortir de son contexte. Il va l'adapter directement. Voilà, il va l'adapter, il va se dire, mais en fait, par exemple, il va occulter le fait que ce prophète était dirigeant, qu'il avait une société, une armée. Il va dire, il a fait la guerre, il a tranché des gorges, ou il a utilisé une épée.
ah ben moi je vais faire la même chose, je vais prendre une arme et je vais tuer des gens. Lui il a tué des mécréants, donc moi je tue des mécréants, donc il va dans la rue et il mitraille des personnes. On voit par exemple ici qu'il y a quand même une grande différence dans les deux contextes. C'est ce qu'on appelle, en réalité ils font des erreurs d'interprétation. Il y a une différence, le Coran effectivement légitime des formes de violence dans un cadre légal. Donc il y a un certain cadre qui est nécessaire pour, ici en l'occurrence, un dirigeant avec une structure, un État, etc., pour pouvoir prétendre ce qu'on appelle la violence légitime. Ça existe, c'est un concept qui existe, avoir le monopole sur la violence légitime. Je pense qu'avant de prendre la question dans le chat qui est très intéressante, mais qui est notre deuxième sujet, j'aurais une dernière question. Oui, depuis un moment, tu parles du passage à l'acte, les djihadistes qui font des actes de terrorisme. Qu'est-ce qui pousse des personnes que l'on considère comme radicalisées en fait, de passer à l'acte? Parce que toutes les personnes radicalisées ne le font pas. Comment on justifie la violence en fait dans la logique radicale? Oui. Comment on justifie la violence? De nouveau, c'est lié à leur profil. Pourquoi ils se sont engagés? Moi, dans les différents cas que j'ai eus, des personnes qui sont passées à l'acte, ceux vraiment qui vont jusqu'à la fin, qui passent vraiment à l'acte, la plupart du temps, ce sont des personnes convaincues. Voilà. Il y a des personnes qui peuvent le faire parce qu'ils sont en détresse quelque part psycho-affective, ça peut arriver, et du coup, je ne veux pas dire qu'ils veulent mettre fin à leur vie, c'est pas ce que je veux dire, ça peut être le cas, mais ils sont dans une logique où j'en ai un peu marre de ma vie. Mais peut-être donner sens à leur vie. Voilà, donner sens à leur vie, tout à fait. J'en ai marre, je vais faire quelque chose, je vais passer à l'acte, que ce soit en se faisant exploser ou en prenant les armes, etc. Et sachant que ça pourrait immortaliser ou bien... Tout à fait, oui, voilà. Il y a des personnes qui... on le voit souvent avec des anciens profils de criminels, on en a beaucoup, des criminels qui... quand je vous avais parlé, par exemple, d'événements vécus, etc., la personne qui en a marre de ce qu'il a été, il veut un nouveau sens à sa vie, on observe beaucoup, par exemple, d'anciens criminels ou d'anciens délinquants qui, souvent en prison, on ne va pas se mentir, mais ça peut se passer aussi en dehors de la prison, ils vont devenir religieux d'un coup. Ils vont commencer à prendre un autre habit que l'habit du délinquant ou l'habit du criminel. Et ils vont mettre au service, si vous voulez, la violence qu'ils exerçaient en tant que criminels, en tant que délinquants, pour une cause. Et dans leur tête, c'est un peu, effectivement, c'est redorer son image quelque part, on devient des héros au lieu d'être des marginaux, des délinquants. Le label qu'une personne a dans sa tête, c'est très important. Il y a une histoire de récit en fait, de mise en place d'un récit. Oui. En tout cas, dans la tête de la personne, ça c'est certain, mais aussi pour son entourage. Il y a des personnes aussi qui sont simplement des suiveurs, ça on l'a déjà vu. Ils se justifient ainsi, en quelque sorte. Et du coup, est-ce qu'il y aurait des endroits plus propices à ce développement de radicalisation, tu parlais d'anciens criminels ou quoi que ce soit, est-ce que les prisons, ce sont des lieux qui encouragent des formes de radicalisation? Oui, si vous voulez, la littérature scientifique, toutes les études qui ont été menées le montrent qu'il y a un consensus, il y a une phrase très simple, que la prison est un haut lieu de radicalisation. Voilà, c'est la phrase véritable qui est mentionnée dans ces ouvrages-là. Donc oui, la prison, effectivement. Mais vous avez également des réseaux restreints de personnes. Souvent, c'est des réseaux restreints, non publics, clandestins. Si, pour des raisons de nouveau XY, d'un individu, sur un parcours, ce parcours vous amène à la rencontre de ces personnes-là, vous situez dans ce réseau restreint. Dans ce réseau restreint, ils ont leur propre monde, ils ont leur propre sphère. Et vous allez évoluer dans un milieu fermé. Dans un milieu fermé et au final, vous allez être convaincu parce que ce milieu-là vous dit. À force de. C'est ce qui se passe, par exemple, en prison. C'est un milieu fermé, la prison. Maintenant, c'est différent. Vous avez des stratégies de survie aussi en prison. C'est un peu plus complexe. Il y a des gens qui vont suivre, par exemple, des salafistes en prison, violents, parce que c'est violent, la prison. Soit ils ont peur, soit il y a des avantages. Exactement, voilà. Et par exemple, on le voit parce qu'une fois qu'ils sortent de prison, ils cessent d'être salafistes ou autres. C'est intéressant.
Et moi, il y avait un truc, ça m'avait rappelé, il y avait beaucoup de mécaniques qui me rappelaient les mécaniques des dérives sectaires, justement. Et Sylvie le dit dans le chat. Est-ce que l'on peut comparer la manipulation dans le cas de la radicalisation à la manipulation des sectes? Et on reviendra sur la question de Dripteis après, évidemment. On ne t'oublie pas, mais ça fait partie de la suite du live. Ouais. Oui, c'est une question assez compliquée parce que moi, je ne crois pas aux des comparaisons avec des dérives sectaires pour ce qui concerne la Belgique. Pourquoi? Parce qu'il faut une structure, comme je vous avais dit, où on vous isole. On va vous isoler de votre quartier, on va vous isoler de votre famille, mais volontairement, avec tout un mécanisme de contrainte. Alors qu'est-ce qu'ici on observe, en tout cas en Europe, c'est des personnes qui vont, grosso modo, volontairement, ils s'engagent dans ces réseaux-là. Il n'y a pas vraiment de structure de contrainte, comme on peut voir par exemple, dans certaines sectes religieuses. Mais il y a eu des cas d'endoctrinement, ça c'est vrai, mais si on regarde la période, par exemple entre 2014 et 2017, en Irak et en Syrie, sous les territoires administrés par l'État islamique. Là, effectivement, c'était le cas. Des personnes, surtout je pense aux enfants et aux jeunes qui vivent dans des territoires contrôlés par l'État islamique, bah là, l'État islamique a mis véritablement en place des structures, des écoles, des camps, ils avaient même des propagandistes sur place, etc. Voilà, des sanctions. Et là, il y a véritablement les contraintes dont je vous ai parlé. Il y a tous les mécanismes de contraintes qui vous forcent quelque part à adopter la pratique salafiste ou l'idéologie salafiste djihadiste. Donc, la notion de dérive sectaire, souvent, elle est associée à l'endoctrinement. Est-ce qu'on peut parler d'endoctrinement pour le cas des engagements djihadistes en Belgique? Je ne pense pas. Je pense qu'on peut maintenant prendre enfin la question... Oui, la question de Dripteis, pardon. Dripteis, j'avais bien lu. Qui demandait, et ça fait partie de la deuxième partie de cette discussion, on va parler de déradicalisation, ou de réintégration en tout cas. De tentative de réintégration. De tentative de réintégration, ce qui a pu être fait en Belgique par ailleurs. Existe-t-il des témoignages de gens qui se sont déradicalisés, un peu compliqué à articuler, et comment ça s'est passé? Oui, bien sûr, il y a eu des témoignages, soit des ouvrages autobiographiques, il y en a quelques-uns, des personnes qui se disent oui, moi j'étais anciennement salafiste ou moi j'étais anciennement djihadiste. Il y a des noms qui vous viennent en tête peut-être d'ouvrages qu'on pourrait recommander? Oui, j'ai des noms d'ouvrages effectivement, mais vu que il y a des noms particuliers, je peux les citer. Pas de souci. Mais on peut les envoyer si vous voulez après. On mettra ça dans nos sources ou dans le Discord ou ailleurs. Voilà. On mettra ça à disposition du public. Effectivement, c'est des ouvrages que vous pouvez facilement trouver, en français d'ailleurs. En français, ils sont en vente libre. Ce sont des personnes qui se disent, voilà, moi j'étais dans le djihadisme, ou moi j'étais dans le salafisme, et voici pourquoi j'ai quitté. Et on retrouve quoi comme raison du coup Oui, alors il y a quoi comme raison? Il y en a plusieurs. Je vais prendre le cas d'une femme. D'ailleurs je pense qu'il y a eu un petit documentaire sur elle, qui est devenue soufie maintenant. Donc c'est quoi, soufie mystique? Voilà, donc elle est passée du salafisme djihadiste au soufisme, qui est le mysticisme en islam. Tout est axé sur la spiritualité, si vous voulez. Donc, elle va se dire, voilà, donc elle va même assister à des séances mystiques entre des personnes. Alors comment ça se fait qu'elle est passée de ce côté-là à ce côté-là? Bon, ce qu'elle dit, c'est que c'est qu'elle était un peu choquée lorsqu'elle est arrivée sur place. Pourquoi précisément elle était choquée? Oui, pas de nouveau. Par exemple, il y a des femmes qui sont parties. Si je prends le cas des femmes qui pensaient travailler, par exemple, qui pensaient contribuer d'une manière ou d'une autre à cette fameuse société islamique que prétendait avoir l'État islamique. Elles se sont trouvées enfermées. Exactement. Alors qu'est-ce qui se passe en vrai? On leur dit non, toi tu vas contribuer mais en restant chez toi. Et ça n'a pas plu à certaines personnes. Ce sont aussi des femmes qui ont été un peu dégoûtées par le système de mariage à la chaîne de l'État islamique. Parce que l'État islamique n'aimait pas laisser des femmes isolées chez elles. Donc lorsque votre mari meurt,
les maris là-bas mouraient Directement. rapidement parce que Plus rapidement que la moyenne en tout voilà, cas. plus rapidement que la moyenne. En tout cas, en moyenne, l'espérance de vie d'un djihadiste n'était pas très longue. Mais alors, elles devenaient des veuves, rapidement des veuves. Mais une fois devenues des veuves, On les remarie. on les remarie. Ouais. Voilà, on les remarie. Vous ne pouvez pas rester seul. Voilà, et si elles ne voulaient pas se remarier, on les mettait dans les maisons d'accueil, ce qu'on appelle madafa. Hein, et ces madafa, c'était des bâtiments où il n'y avait que des femmes, gérées par des femmes, et elles étaient très violentes entre elles. Et il y a beaucoup de ces femmes qui gardent un très mauvais souvenir, soit de la madafa, soit de ces mariages multiples, ou voilà, des mariages qui parfois aussi, elles découvrent que la personne n'est pas ce qu'il lui faut, ou la personne est violente ou autre. En tout cas, elle n'a pas vraiment choisi la personne. Ou la personne a 4 maris, Voilà, 4 femmes. oui, ou la personne a plusieurs femmes et c'est plus compliqué. Et du coup, ces femmes-là, elles sont complètement dégoûtées de ce qui s'est passé. Non seulement elles n'ont pas pu contribuer à cette fameuse société en construction, mais en plus de ça, elles se sont retrouvées mariées par nécessité, parce qu'on leur dit « vous devez vous marier, sinon vous êtes un peu des marginales ». Elles sont piégées. Voilà, elles sont piégées. Et en plus de ça, pour la plupart, en tout cas, ils ont des enfants sur place qui ont fini dans des conditions assez difficiles. Et donc à la fin, elles disent « j'en ai marre de tout ça, j'ai envie de rentrer, quoi. Hein. J'ai envie de rentrer. » Et lorsqu'elles rentrent, après, ça dépend de nouveau des nouveaux parcours individuels. Hein. Il y en a qui se disent « non, c'est des épreuves d'Allah, et donc elle reste sur son idéologie. » Et il y en a d'autres qui disent « vraiment, ça s'était très mal passé, c'est vraiment pas ce que je voulais. » Et elle se dirige complètement vers autre chose. Elle tourne la page et voilà. Donc, c'est des cas concrets que je donne de personnes qui sont revenues. Certains, comme je vous l'ai dit, ont écrit des ouvrages autobiographiques, d'autres ont donné des interviews à des journalistes, à des documentaires. Donc, il y a eu des exemples dans le chat. Il y en a un il y a Hanouna qui dit ça va en faire sourire plus d'un, mais il y a une interview d'un ancien djihadiste, entre parenthèses David Valla, qui a été interviewé par Hanouna. Il y a Pedrus Le Sage qui nous dit écoutez le podcast Méta de choc, il y a plein de récits de déradicalisés, mais pas de djihadistes, plutôt d'autres de sectes ou autres. On mettra dans le On mettra dans le Discord les ressources citées. Dans le Notion, mais non, c'est pour nous le Notion. Donc, On a des bons jours de certains viewers récurrents qui étaient un petit peu en retard. Je pense à Margella, je pense à Précijos qui nous rejoignent maintenant. Mais vous excusez pas, on a tous nos vies. Voilà. Et on a aussi une sous-question, si je puis dire, de Dripteis qui demandait si justement ces personnes qui se déradicalisaient, est-ce qu'il y avait des formes de représailles envers elles? Est-ce qu'il y a des représailles de nouveau en Belgique? Pas à ma connaissance, parce que voilà, ça veut dire qu'une organisation qui se trouve au Moyen-Orient, qui aujourd'hui est complètement dans la clandestinité, a encore les moyens d'envoyer des tueurs à gages. Bon, c'est pas le cas, on est loin de ce cas de figure, en tout cas en Europe. Maintenant, si vous êtes en Irak, et vous habitez dans une ville ou un village qui est l'un des fiefs de l'organisation djihadiste, forcément. On est dans un autre cas de figure, vaut mieux changer de ville ou de village à ce moment-là. Et pour les déradicaliser, les discours, je viens d'y penser, il y a une équipe de chercheurs américains dirigée par Anne Shepard. Voilà, elle s'appelle Anne Shepard. Elle a mis un site web en ligne, elle a mis en ligne des vidéos de personnes djihadistes emprisonnées chez les Kurdes qui donnent leur version et qui se disent pourquoi on est parti rejoindre l'État islamique et pour ceux qui se disent en tout cas déradicalisés, pourquoi ils se sont déradicalisés. C'est en ligne, les vidéos sont en ligne. Ils sont consultables. Anne Shepard. Voilà. Anne Shepard. Et donc Mabouri qui dit dans le chat, oui, sur place, est-ce que c'est simple de partir? Visiblement non, c'est pas simple. En tout cas, quand on est dans un village, comme tu as dit, en Irak, c'est très compliqué. En Irak et en Syrie, ça peut être compliqué. Maintenant, donc, sur les territoires où ces organisations sont actives, là, voilà, forcément, logiquement, c'est difficile. Là, ce n'est plus le cas, parce que ça s'est rétréci, exactement. Ça s'est réduit à la clandestinité. Il faudrait dire que l'État islamique n'est pas un État. Oui, c'est mais bon, il s'appelle État islamique. Mais c'est vrai qu'il y avait un débat sur le fait de nommer l'État islamique plutôt que Daesh, par exemple, comme quoi ça les légitimait un petit peu. Il y avait tout un débat autour de ça. Oui, c'est vrai, tout à fait. Mais là, du moment où il s'efface... Vous-même, vous avez intitulé vos recherches... C'est propagande de l'État islamique. On part sur le tutoiement, c'est un peu compliqué de temps en temps. Pardon, j'ai dit vous. Oui, c'est un réflexe, c'est un vieux réflexe de journaliste. Oui, j'ai pu vous voyer par moment, c'est vrai, c'est un vieux réflexe. Donc tes recherches, c'est propagande de l'État islamique et
pourquoi avoir choisi ce terme du coup? Oui, parce que en fait, dans ma recherche, je défends qu'il y a une marque qui s'appelle l'État islamique. C'est une marque, je ne vais pas dire publicitaire, mais qui ressemble à une marque publicitaire. En gros, l'État islamique, sous cette marque-là, a construit un récit. C'est ce que moi je défends dans ma recherche. Et c'est ce récit-là, en fait, qui parle au public. Donc, j'ai pris la marque qu'eux, ils ont fabriquée. Donc ça fait partie de cette propagande, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Le nom même, État islamique, est une opération de propagande. Et pour revenir un peu en Belgique et sur la déradicalisation, est-ce que ici, il existe, on va dire, je vais retrouver mes notes, des structures ou bien alors des outils qui sont mis en place pour aider à la réintégration de ces personnes? Oui, il y a plusieurs structures. Il y a des structures liées à l'administration publique. Je pense notamment à une structure qui s'appelle le CAPREF. C'est une cellule, si vous voulez, de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui est chargée de suivre des personnes condamnées pour terrorisme ou suspectées de radicalisme, etc. Ils ont des assistants sociaux, des assistants de psychologie, et ils vont les suivre tout simplement. Après, vous avez des structures associatives qui sont présentes. Maintenant, en fonction de la ville, en fonction de la commune, vous avez des fortes présences, des faibles présences. Je pense par exemple à l'ASBL Bravo, c'est une ASBL qui est active dans la ville de Bruxelles, qui ne propose pas seulement des suivis pour des personnes radicalisées, mais qui propose en réalité une aide à la jeunesse de manière générale. Et parmi cette aide à la jeunesse, il y a une petite équipe chez eux qui traite spécifiquement des jeunes, on va dire, concernés par des problèmes de radicalisme. Donc il y a effectivement des structures en Belgique qui existent pour aider, en tout cas accompagner des personnes qui sont dans ce processus-là. Je ne sais pas si on peut y répondre, mais comment on aide ces personnes déradicalisées à se réintégrer? Parce que c'est bien beau de dire on va leur parler et tout. Mais concrètement, comment ça se passe? Concrètement, en fait, ça se passe un peu comme au CPS. Ça veut dire que on va proposer à la personne un plan d'avenir. Voilà, un plan d'avenir. On va lui dire, voilà, ça c'est ta situation maintenant, voici tes conditions, ou voici ton état actuel des choses. Et en fonction de ton profil, donc on va voir les langues que la personne parle, ou est-ce qu'elle a fini l'école, pas fini l'école, est-ce qu'elle a une petite formation ou pas. On va lui proposer en fait, suivre une formation ou des petits plans pour l'occuper, quoi. Pour l'occuper, lui faire ses candidatures pour qu'il trouve un emploi. On va discuter avec lui de son contexte familial. Et là, on est plutôt dans la psychologie. On va dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est avec tes parents, ou avec tes frères, ou avec tes amis. Et on va lui proposer des pistes de solutions pour ses relations interpersonnelles. Elle ne reste pas seule, cette personne, pour qu'elle ne revienne pas sur... Oui, c'est ça. Je pense que le souci véritable, c'est, comme tu l'as dit, de réintégrer la personne dans la société. Je pense que la solution qui est proposée actuellement en Belgique, c'est une réintégration socio-économique, une réintégration psycho-affective. Par la mise en action aussi. Voilà, par la mise en action. Je pense que c'est ce qu'ils proposent. Alors, est-ce que ça fonctionne ou pas? Ça, je ne sais pas. J'espère. Oui, on ne va pas te poser cette question, du coup. Je ne travaille pas dans ces services-là. Oui, bien sûr, c'est pas ton domaine d'expertise. Il n'y a pas encore, si vous voulez, des études empiriques sur, on va dire, l'effet de ces politiques publiques-là. En tout cas, moi, je n'ai pas connaissance d'une étude sérieuse, solide. Il manque peut-être de recul empirique. encore. Voilà, il faut peut-être attendre pour voir quel est l'effet de ces politiques publiques. Parce que c'est récent. Est-ce que c'est récent? C'est pas récent, ça date depuis quelques années. Mais pour faire, comme toutes les études, il faut un peu le ton long. Et puis, il faut voir si ces personnes acceptent de parler aussi. C'est pas toujours facile. Personnellement, j'avais vu qu'en 2021, il y avait la stratégie nationale contre l'extrémisme et le terrorisme qui avait vu le jour en Belgique et qui venait un peu d'expérience, notamment avec le plan R, qui était le plan d'action au radicalisme, qui avait vu le jour en 2006, mais qui était surtout centré sur la répression et la sécurité. Et donc,
je trouve qu'un truc que ça avait mis en avant, tu me diras ce que tu en penses, c'était que pour contrer la radicalisation, il fallait nécessairement travailler tous azimuts et saisir plusieurs niveaux d'action différents. Je pense déjà au local, régional, national, mais aussi à plusieurs domaines, donc l'aide à la jeunesse, la sécurité, l'éducation, etc. Oui, en fait, le plan R que tu mentionnes ici, donc c'est le plan radicalisme, hein, c'est ça que ça définit le R. Aujourd'hui, c'est le plan PER, ils ont un peu changé le plan. Ça a un petit peu changé. Voilà. Quels sont ces objectifs? Oui, en fait, c'est d'organiser la lutte contre la radicalisation en Belgique. Grosso modo, c'est le plan du gouvernement belge pour structurer la lutte contre ces phénomènes-là et de distribuer un peu les tâches, les compétences entre les différents services. Donc c'est à ça que vise ce plan R. Effectivement, en fait, il parle du niveau. En fait, c'est des niveaux de suivi tout simplement de la personne. Et là, qu'est-ce qui est proposé? Soit un suivi plutôt répressif, et là on parle de police, de tribunaux, etc. Mais vous avez également un suivi plutôt administratif. Ou un suivi au niveau des communes, exactement. C'est ce plan qui coordonne un peu les suivis. En fait, c'est le cadre. C'est le cadre, en fait, qui donne les lignes directives à la politique publique en matière de lutte contre la radicalisation et le terrorisme. Mais donc, c'est pas que répressif, il n'y a pas que des côtés répressifs. Il y a aussi des côtés, tu l'as mentionné, au niveau communal, il y a ce qu'on appelle la CESIL. Bon, voilà, je ne vais pas revenir sur l'annonce, c'est, on va dire, un centre de concertation au niveau communal, où on va discuter des problèmes au niveau communal. Comment suivre une personne, ça peut arriver, on a un jeune, il a 16 ans, il est dans l'école, et il a dit à sa professeure, je vais t'égorger, sale mécréante. Bon, voilà, j'ai un cas de figure, il dit ça, on ne va pas l'arrêter, voilà, on ne va pas le mettre en prison et le condamner pour 10 ans, ça ne se passe pas comme ça en Belgique. La première chose qui se passe, donc c'est par niveau, comme tu l'as dit, l'école dépend parfois des communes ou des fédérations universitaires, etc. On peut discuter de ça au niveau communal, par exemple. Voilà, c'est qui cet étudiant-là, pourquoi il dit ça, est-ce que ses parents le savent, etc. Donc, ce plan-là, en fait, si tu veux, il prétend avoir une vision globale de comment est-ce qu'on peut traiter ces problèmes-là. Et en parlant des suivis, on a une question du chat de Mabouri qui demande qui est à l'origine de ces suivis. Est-ce que ça vient des concernés eux-mêmes? Est-ce que ça vient des associations ou des décisions de justice? Oui. Généralement, c'est deux choses. Soit c'est des personnes qui ont été identifiées par un service, par l'école, par n'importe quel acteur comme Radical et qui a transmis l'information, on va dire. Donc c'est celui qui a identifié qui transmet la demande de suivi. Voilà. Et là, il y a un suivi effectif. Imaginons qu'il y a un suivi effectif. Et à partir de ce moment-là, la personne est suivie. Parfois, ça peut venir de la famille de la personne également. On a déjà eu plusieurs fois le cas des parents, une maman, un papa qui dit mon fils, il a des problèmes, il est radical, etc. Il a besoin d'aide. Il y a un numéro qui existe Oui, tout à fait. Il y a un numéro qui existe, notamment auprès du CAPREF ou d'autres structures. Et là, la personne, voilà, c'est le meilleur cas de figure pour tout le monde. C'est par exemple un père ou une mère qui va dans un service social ou un service psychologique qui amène son enfant et après l'enfant est suivi. Ça, c'est les mineurs. Voilà, s'il est mineur, ou ça peut arriver s'il a 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, ça peut encore... C'est un moyen de discuter avec le jeune. S'il n'y a pas moyen de discuter avec le jeune, il y a toujours, comme je dis, je ne vais pas donner tous les cas de figure, mais il y a les éducateurs de rue, il y a la police de proximité, il y a ses amis aussi, parce qu'on a déjà eu des cas où les amis... donc c'est une personne qui n'est pas encore à 100% dans un réseau de radicaux restreint, comme je l'avais dit, mais qui est encore en contact avec ses amis de longue date quelque part. Et ses amis de longue date vont essayer de le dissuader, de lui dire pourquoi tu fais ça, pourquoi tu dis ça, c'est n'importe quoi, viens, on va sortir ensemble. Ça a un effet quelque part de déradicalisation. Le cercle proche. Voilà, le cercle proche. Voilà. Mais ça peut réussir. Donc ça peut, dans certains cas, réussir. Mais voilà, comme je dis, parcours individuel, il n'y a pas de profil type, ça dépend de l'individu. Donc ça vient beaucoup de l'entourage, cette demande, souvent Souvent, c'est l'entourage. C'est les premiers témoins, au final, de ces signes. Voilà, généralement, quand c'est des institutions publiques, quand c'est la police ou quand c'est la commune ou quand c'est l'école qui vous identifie, c'est que vous êtes déjà à un stade j'imagine. un peu ça se avancé. manifeste déjà. Voilà, c'est ça. Tant que vous l'exprimez publiquement.
Ah, si vous le... Oui, il faut avoir des potes. Ouais. Comme le reste Si on n'a pas des bons potes, faut avoir des potes. ça ira pas, quoi. Les amis, je ne sais pas si vous aviez une petite dernière, dernière question. Est-ce que vous y croyez? C'est quoi la prévention possible? La prévention. Oui, il y a eu plusieurs tentatives de prévention. Il y a eu, d'ailleurs, elle a été jouée ici à l'ULB, la pièce de théâtre Jihad. C'est une pièce de théâtre destinée surtout aux jeunes. D'ailleurs, elle a été parrainée par la Fédération de Bruxelles. La troupe qui faisait cette pièce de théâtre a même été dans des écoles, elle était dans des instituts, pour justement sensibiliser les jeunes à cette question de l'engagement djihadiste, aux problèmes que ça amène, et surtout au fait que le destin, quelque part, de ces jeunes qui vont, c'est le néant, ou c'est la prison, ou en tout cas, il n'est pas très brillant, le destin des jeunes qui s'engagent dans cette voie-là. Nouveau, quel est l'effet de cette pièce de théâtre sur les jeunes qui l'ont suivi, je ne sais pas. Ouvrir le débat peut-être en tout cas. Mais ça existe, voilà. Ça existe, voilà. Au moins en parler. Voilà. Mettre des mots dessus. C'est ça. Voilà. Est-ce qu'on ne terminerait pas par l'avant-dernier message dans un encadrement de jeunes de ce type, il est important dans le parcours individuel de mettre le jeune au cœur de son projet d'acteur de vie, comme tu nous en avais parlé oui, c'est important, il y a quelques minutes. Oui, parce qu'il faut voilà, c'est... Dans la plupart du temps, voilà, on n'a pas vraiment un jeune qui, comme je vous l'ai dit, qui sait vraiment de A à Z ce que c'est cette idéologie-là, qui maîtrise la situation géopolitique, qui a des plans, un peu comme dans les séries ou les films. Il n'a pas confiance dans son Voilà, c'est ça. Voilà, mais donc il y a toujours moyen, si on trouve le bon angle avec le jeune. Mais c'est sûr qu'il faut travailler avec le jeune et surtout lui montrer des alternatives qui sont en son avantage à lui, avant tout. Donc, voilà. Super. Merci beaucoup Mohamed d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était hyper instructif.